Bonjour tout le monde, c'est Clara. Nous allons vous présenter aujourd'hui une émission consacrée à la lutte contre le racisme et les discriminations anti-LGBT. Je suis avec Yanis et Jules de Lagarta, la maison des jeunes à Sébaza, pour m'accompagner. Bienvenue sur Radio Raverne les garçons, comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Je vous laisse vous présenter tous les deux. On va commencer par Jules. Moi je m'appelle Jules, bonjour. J'ai 14 ans et je suis un jeune de Lagarta. Moi c'est Yanis, j'ai 15 ans, je suis aussi un jeune de Lagarta et je tenais plus particulièrement à participer à ce projet parce que je trouve que dans notre société actuelle on en parle beaucoup trop en négatif et pas en positif. On ne devrait vraiment pas en parler en négatif. Voilà. D'accord, et toi Jules, pourquoi tu as voulu participer à ce projet ? C'est parce que de nos jours, comme l'a dit Yanis, on en parle beaucoup et en fait il y a beaucoup de gens qui sont mal renseignés et justement c'est pour venir en parler parce que c'est vraiment intéressant. Tu trouves qu'il y a beaucoup de clichés et de préjugés ? Ouais, voilà, exactement. D'accord. Merci les garçons pour cette présentation. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Lagarta ? Qu'est-ce que c'est ? Lagarta, c'est une salle des jeunes à Sébaza où on peut s'y retrouver et où on a fait d'ailleurs beaucoup de projets. D'ailleurs, récemment, on a fait un clip vidéo où on a fait une musique. Ouais. Après on a aussi créé tout récemment une Givebox, c'est une sorte de meuble où on peut donner des objets et en récupérer, en fait c'est avec un système de caution. D'accord. Et il y a une émission télé d'ailleurs qui va bientôt sortir sur la solidarité, ça va être basé sur plusieurs épisodes de quelques minutes et un projet aussi web télé qui va bientôt sortir. Très bien. Donc en fait, vous avez de nombreux projets avec plusieurs étudiants, plusieurs jeunes sur diverses activités. C'est ça. Exactement. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous présenter un projet qui nous tient tous à cœur. En effet, nous allons vous parler de la lutte contre le racisme et les discriminations anti-LGBT. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, il y a quelques temps, nous avions déjà réalisé un premier rendez-vous en compagnie du collège Anatole France de Gerza autour du thème la lutte contre le racisme et les discriminations. Si vous l'aviez raté, bien sûr, il est disponible en podcast sur radioraverne.com. Aujourd'hui, suite de notre prochaine thématique, la lutte contre le racisme et les discriminations anti-LGBT. Dans cette première partie d'émission, nous avons donc l'occasion d'avoir Gérard Ledoy, le président du MRAP 62.3, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, accompagné de Monique Lavignon, vice-présidente du MRAP. Nous allons pouvoir échanger autour de l'association. Les jeunes ont préparé donc de leur côté quelques questions sur le sujet. Nous allons les écouter dans quelques instants. Bonjour Gérard et Monique, comment allez-vous aujourd'hui ? Bien. Bienvenue sur nos ondes. Merci. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors Gérard, vous êtes président, comme je l'ai dit, du MRAP, je rappelle le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et vous Monique, vous êtes vice-présidente de l'association. On va passer désormais aux questions, si vous le voulez bien. Je vais laisser la parole désormais à Jules pour commencer. Alors bonjour, je voulais vous demander depuis quand vous êtes président ? Alors pour ma part, bonjour à tous. Et pour ma part, ça fait depuis, je crois, 1994 que j'ai adhéré ici au MRAP. J'étais déjà adhérent en région parisienne, mais je participais pas au mouvement. Et puis là, il y a eu des demandes locales de discrimination. Et puis j'ai intégré ici le mouvement. Et puis on s'est organisé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce combat ? Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais en deux mots. Pour ma part, je trouvais que le racisme, qui n'existe pas, on combat une idéologie qui repose sur rien, passait avant tout par une lutte politique, c'est-à-dire revoir la société, voir tout cela. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'est vrai, mais c'est un très long terme. Sur le terrain, tous les jours, il y a des gens qui sont victimes de discrimination et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on vienne non pas les protéger, mais les aider à se défendre et être protégés par la société. Et des mouvements, des associations comme le nôtre, comme le MRAP, mais il y a d'autres mouvements, participent et sont nécessaires et importants pour être sur le terrain, pour bien indiquer ce qu'il faut faire et puis empêcher que cette discrimination se développe. Et Monique, je voulais vous demander depuis quand vous êtes vice-présidente, vous ? Alors moi, je suis vice-présidente à Clermont-Ferrand depuis 2016, adhérente au MRAP depuis plus de 50 ans. Et ce qui a fait que je me suis lancée dans cette
lutte contre le racisme, c'est d'abord et avant tout ma famille. Je suis née dans une famille militante antiraciste. Et puis l'époque, compte tenu de mon âge, j'ai vécu une époque où le racisme a montré son plus hideux visage. En 1945, on a découvert la Shoah. La Shoah, c'est un mot hébreu qui veut dire catastrophe et qui définit le génocide juif. Après cet épisode terrible et horrible, ont succédé les guerres coloniales, qui n'étaient pas guère mieux, avec la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie pour la France, la guerre du Vietnam pour l'Amérique. Et donc, au fil des ans, et des années, et puis j'ai pris parfaitement conscience que c'était ni la couleur de la peau, ni la qualité des cheveux, ou raides ou crépus, ni la forme du visage, ni le groupe sanguin qui faisait l'intelligence ou la qualité d'un individu, et encore moins d'un groupe d'individus dans son ensemble. Parce que le racisme, c'est collé à un ensemble de personnes, des qualités, ou plus exactement des défauts, qui ne riment absolument à rien. Est-ce que vous pensez que l'histoire et les fausses croyances influencent encore la pensée collective ? Alors la réponse, bien sûr, est oui. Elle est oui. Bon, Gérard va y répondre. Moi, je réponds en donnant l'opinion de Macron, qui sur cette question-là. Donc, il faut savoir qu'en 2020, en juillet 2020, Emmanuel Macron a demandé à l'historien Benjamin Stora, vous en avez peut-être entendu parler puisque son rapport vient de sortir, oui, a demandé de faire un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie pour essayer de créer, une possibilité de réconciliation entre les deux peuples, algériens et français. Et il a cette phrase, dans la lettre qu'il a écrite à Benjamin Stora, il a cette phrase « Le sujet de la colonisation et de la guerre d'Algérie a trop longtemps entravé la construction entre nos deux pays d'un destin commun en Méditerranée. C'est dire que 60 ans après la guerre d'Algérie et 190 ans après la colonisation, puisque la colonisation date de 1830 d'Algérie, les ressentiments sont extrêmement forts encore dans le peuple algérien, mais également chez nous, également chez les Français. Donc, Benjamin Stora, pour lutter contre cette tension qui existe entre les deux peuples due à la colonisation, propose de multiples recommandations. Je crois qu'il en propose 90 à peu près. Mais moi, je vais prendre celle qu'il propose à propos de l'éducation. Il demande que l'enseignement de la guerre d'Algérie ne soit absolument pas dissocié de la colonisation de l'Algérie. Et dans cette colonisation, il demande à ce que la vérité, à partir des archives que nous avons, soit dite, aussi cruelle soit-elle, puisqu'on va quand même découvrir que la colonisation, c'est des assassinats, c'est des tortures, c'est des spoliations de terrain, c'est des actes dégradants, etc., etc. Donc c'est dire que à l'origine du racisme, et à l'origine du racisme que nous vivons encore maintenant, il y a la colonisation et l'esclavage. Il faut également savoir que tout peuple qui a été esclavagisé ou colonisé est vécu par celui qui a été esclavagiste ou colon comme un être inférieur, toujours et y compris à notre époque. Donc c'est dire franchement que le passé a un poids énorme sur le présent. Et alors, on a quand même 5 minutes, donc je voudrais revenir sur les définitions, puisqu'on va parler des fausses croyances, de l'esclavage et de la colonisation. Alors, les fausses croyances, ce sont les préjugés, c'est-à-dire des idées toutes faites, les idées préconçues sur une chose ou sur des personnes, qui fait qu'on décide, alors qu'on ne connaît pas les chances, que
tel a telle qualité ou tel défaut, etc. Et on va dire, les Noirs sont nana, les Juifs nana, etc. Ou mieux encore, on sait bien que le Noir, c'est un grand enfant, etc., etc. Donc ça, c'est des fausses croyances. Il faut vraiment lutter contre. C'est très, très dur de se débarrasser des préjugés. L'esclavage. L'esclavage, c'est la condition qu'a un homme qui est devenu esclave. On ne naît pas esclave, on le devient. Or, un esclave, c'est pas un homme tout à fait, c'est pas un homme. C'est avant tout une marchandise. Il peut être acheté, il peut être vendu, il peut être possédé, il peut être tué par son maître. Donc, il n'a pas de volonté personnelle, il n'exprime que la volonté de son maître, et donc il n'existe pas en tant qu'homme. Le colonialisme. Donc, on peut se poser la question si ce n'est pas un prolongement de l'esclavage. Certes, le colonisé n'est plus une marchandise. Donc ça, c'est déjà un point acquis. Mais quand on voit le peu de droits et de liberté qu'il a, c'est quand même pas très loin de l'esclavage, malgré tout. La colonisation, ça se définit comme l'annexion et la perte d'indépendance d'un pays par une puissance étrangère qui, par la force, impose ses lois, impose son pouvoir et supprime toute possibilité au pays occupé d'avoir ses propres lois et son propre pouvoir. Ensuite, il faut savoir que la colonisation, c'est quand même, avant tout, bien entendu, un problème économique. On va, à partir de ces pays-là, exploiter leurs richesses. Pour les colons, ils ne présentent pas ça complètement sous cet aspect-là. Ils présentent la colonisation comme un aspect militaire, c'est-à-dire on est là pour mettre la paix là où il y a du désordre. On est là aussi pour valoriser le pays, donc c'est économique. Et on est là pour des raisons humanitaires. Il faut toujours démontrer qu'on a vraiment la colonisation positive. C'est faux, il n'y a pas de colonisation positive. La colonisation supprime toute l'histoire d'un peuple colonisé. On lui supprime son histoire. Et sans histoire, on n'est rien. Donc, il n'y a pas de colonisation positive. Et à ce propos, j'aimerais vous donner deux opinions fondamentalement opposées, mais de deux personnes que vous connaissez bien, de Jules Ferry, qui a été celui qui a donné l'école laïque, gratuite et obligatoire, c'est très bien, et de Georges Clemenceau, qui donc a été le père La Victoire, qui a permis la victoire en 1918 de la France sur l'Allemagne. D'accord. Mais l'un était colonialiste, c'était Jules Ferry, et l'autre était foncièrement anticolonialiste, c'était Georges Clemenceau. Et à l'occasion d'une réunion à l'Assemblée nationale où le gouvernement français demandait des fonds pour aller faire les guerres et conquérir des territoires hors de la France, Jules Ferry dit « Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent. Elles ont un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ce à quoi Georges Clemenceau répond « Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrant scientifiquement que la France devait être vaincue lors de la guerre franco-allemande de 1870. Parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme ou une civilisation et prononcer homme ou civilisation inférieure. Non, il n'y a pas de nation dite supérieure contre des nations dites inférieures.
N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce qu'il nous reste de nos colonisations et de notre esclavage. On va dire que c'est une bonne réponse quand même de la part de Clémenceau. Ah oui, ça c'est vrai. Nous allons faire une pause musicale avec un titre qui est en lien avec le thème, la suite de l'émission sur la lutte contre le racisme et les discriminations anti-LGBT avec Lagarta de la Maison des Jeunes de Sébaza. Voici Bâtard de Stromae sur Radio Arverne. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai. Mais t'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pathéticienne. Féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout si, flamand ou wallon, bras ballants ou bras longs, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? Ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ah, pardon, monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur c'est la pète plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme hein. Faut être doux, faut être calme hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille. Pour être bien vu partout hein. Ni l'un ni l'autre. Le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. J'étais et resterai moi. Ni l'un ni l'autre je suis. C'était Stromae sur Radio Arverne. Retour en studio avec la Maison des Jeunes de Sébaza pour cette émission sur la lutte contre le racisme et les discriminations anti-LGBT. Suite de cette interview avec le MRAP, Yanis, prochaine question. Selon vous, face au racisme, quelle est la position de l'État français par rapport aux autres pays du monde ? Nous sommes, enfin je vais prendre la parole juste Oui. rapidement, nous sommes une nation issue de la Révolution, avec une constitution qui très tôt a été la première constitution à libérer les esclaves. Hein, c'était alors que la constitution américaine ne le prévoyait pas, qui datait d'avant. Et nous avons gardé, ce pays des droits de l'homme, nous avons gardé cela. Mais il n'empêche, comme l'a fait remarquer Monique tout à l'heure, que nous avons eu des périodes sombres de notre histoire pendant lesquelles, eh bien, des groupes d'individus ont essayé d'imposer des lois qui soient antidémocratiques pour empêcher une partie de la population
où toute la population a accédé à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, qui sont nos devises. Et ça, c'est un point important. Alors, on revient un petit peu au point d'avant, quand vous parlez des fausses croyances et des préjugés. C'est vrai que c'est lié directement au racisme. Mais il faut savoir pourquoi il y a des préjugés, pourquoi il y a des fausses croyances. En fait, ce sont les hommes qui créent cela pour déshumaniser un autre. C'est-à-dire, on retire l'humanité à une personne ou à un groupe de personnes sur des différences qu'on a tous. On est tous différents les uns des autres, de manière à ce qu'on puisse, comme l'a dit Monique tout de suite, dire, ben voilà, eux, ils sont inférieurs, nous devons les commander, nous devons les diriger. Hein? En biologie, tout le monde est différent, nous sommes tous différents, à part les jumeaux et encore, je ne suis pas sûr qu'ils soient identiques, on est par... Ça, c'est l'évolution qui fait qu'on doit être différent pour l'adaptation. Et puis à l'intérieur de cela, sur ces différences, l'homme va créer des inégalités, en disant, il y a des différences, donc il y a une égalité. C'est faux. On est égaux en droit, et on est différents en biologie, et par nécessité. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et les préjugés ont toujours été créés pour maltraiter un groupe d'individus. Et on cherche une petite différence qui fait qu'on peut se retrouver entre soi par rapport aux autres. Ça peut être une religion, ça peut être une couleur de peau, ça peut être des tas de choses. Hein, quand vous voyez des groupes comme au Rwanda ou les Tutsis et les Hutus, il n'y a pas de différence énorme. Mais eux, ils ont trouvé des différences pour permettre ça. Et la différence derrière, c'est d'avoir le maintien ou l'accès à des richesses que les autres ont ou un pouvoir sur les autres. C'est essentiellement cela. Ça rejoint la colonisation, ça rejoint l'esclavage. L'esclavage, Monique en a parlé, c'était souvent des Africains. On ne connaît que ça, mais il faut savoir que dans l'Antiquité, dès que des prisonniers arrivaient, étaient pris, étaient revendus, c'était des esclaves, qu'ils soient d'Europe du Nord, d'Asie, ou peu importe. Ils perdaient leur statut, c'était un statut, ils devenaient des sous-hommes, des marchandises. Leur identité, ils perdaient en fait. Voilà, ils perdaient leur identité, exactement. Selon le ministère de l'Intérieur, les faits racistes et xénophobes ont augmenté de 130% en 2019, avec 1142 faits comptabilisés contre 496 en 2018. Qu'est-ce que vous en pensez en fin de compte ? Alors, moi je vais vous répondre avec des chiffres. Les chiffres que vous donnez là sont les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Voilà. C'est ça. Voire même par le service central du renseignement territorial du ministère de l'Intérieur. Je vais les expliquer parce que il faut dire que les chiffres que vous donnez de 1142 correspondent uniquement aux actes antisémites recensés en 2019, ce qui représente 27% de plus qu'en 2018. Mais il faut y ajouter 154 actes anti-musulmans, ce qui représente 54% de plus que 2018. Et quant aux 130% d'augmentation, ça représente en fait tous les autres actes racistes contre les Noirs, contre les Roms, contre les Chinois et autres. Sûr. Voilà. Ces chiffres ne reflètent pas du tout la réalité. On estime qu'en 2019, il y a eu 1 100 000 actes qui portaient atteinte à un individu de par son caractère raciste. Donc, parce que c'est très camouflé, hein, mais sans être même camouflé, ça n'est pas déclaré, c'est difficile d'avoir. Donc on sait qu'il y a beaucoup plus d'actes que ce qui nous annonce là, 1140, c'est tout à fait dérisoire. Le ministère de la Justice annonce pour la même année 2019 6603 affaires traitées en justice à propos du racisme. Et sur ces 6603, il y a eu 393 condamnations. Qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien, on pense que, premièrement, en effet, il y a une augmentation des actes racistes. Mais l'augmentation des actes racistes n'est pas obligatoirement avec une augmentation de l'opinion raciste ou d'une hostilité vis-à-vis des minorités. Il y a en France
un noyau dur d'individus convaincus de leur bien fondé d'être racistes. Et il semblerait que depuis 2 ans, en tout cas, ces gens-là se sentent, pourquoi, bon, ça sera discuté peut-être, des possibilités de traduire en action leur racisme. Donc ça, c'est un premier point à noter. Deuxièmement, on sait très bien que dès qu'il y a une crise économique ou sociale, et on est un peu malheureusement en crise, alors en plus avec la crise sanitaire, on va être encore plus en crise. Donc dès qu'il y a une crise, ça engendre de l'hostilité contre les minorités qu'on considère comme responsables de la crise. Et malheureusement, le gouvernement, même pas seulement français, mais vont pas tellement contredire cette opinion parce que ça les arrange bien de pouvoir faire reporter sur un bouc émissaire toutes les causes de mécontentement de la population. Donc ça, c'est le deuxième point qui nous fait réfléchir sur les chiffres. Et le troisième point, c'est, comme je vous l'ai dit, le peu de condamnation des actes racistes. C'est très peu par rapport Très très peu par rapport à ce qui existe. Vous en avez dit combien? 393 condamnations. Ah, c'est que 393 sur 6603 affaires judiciaires. Mais c'est très peu. Très peu. Et il y a une absence quasi totale des condamnations des violences policières d'origine raciste. Ça, alors là, c'est même pas... Et donc, on peut se demander si l'absence de condamnation n'entraîne pas dans l'esprit des gens, de ceux qui commettent ces actes, l'impunité. Donc, ils se croient la possibilité de le faire sans être sanctionnés. Oui, ils se pensent tout permis, en fait. Ils se croient tout permis, exactement. Vous organisez régulièrement des campagnes de sensibilisation auprès du grand public comme Contrôle au faciès ou Tous unis contre la haine, lancé en 2016. Pouvez-vous nous dire quel impact elles ont eu ou avez-vous prévu des nouvelles campagnes en 2021 ? Alors, pour l'instant, juste un peu le fonctionnement de nos comités. Chaque comité est indépendant. D'accord. Mais nous sommes dans un mouvement national dans lequel nous sommes représentés. Et puis, il y a un responsable national. Il y a un bureau national qui permet donc de coordonner tout ce que font les comités locaux. Donc, nous avons une certaine liberté. Mais au niveau national, ils lancent des grandes campagnes parce que c'est bien de faire une campagne locale. Ça peut être représenté des intérêts ou des problèmes locaux, mais la plupart du temps, c'est des problèmes nationaux. Donc on coordonne et puis on essaye de développer cet aspect-là. Alors, en local, nous, on participe et on remercie la municipalité de Clermont-Ferrand d'avoir fait ça. C'est le réseau Égalité des chances. Donc on est associé à ce réseau et qui nous a permis donc de faire une approche sur l'esclavage, sur le racisme, à l'aide de films, avec en partenaire le Rio, et vis-à-vis des collégiens donc de la région. C'est une façon un petit peu d'essayer de mobiliser un peu les jeunes. Alors, pourquoi cela ? Parce qu'on se rend compte, c'est une question qui apparaît après, c'est que toutes les associations, la nôtre aussi, il y a de moins en moins d'adhérents, de moins en moins... On parle autour de nous, on a de moins en moins d'impact. Dès qu'on commence à parler de racisme, on va parler d'autre chose. Ça plombe la réunion, c'est pas fait pour... Alors que c'est un point fondamental. Toutes les discriminations, c'est ce que j'expliquais, même dans le cadre de travaux. On est allé à l'école d'infirmières de Moulins, j'ai donné quelques conférences pour expliquer que même dans un hôpital, un petit peu une discrimination, on n'a pas l'impression, peut entraîner une maltraitance derrière, une maltraitance, un malaise psychologique chez la personne qui le prend, même ça peut aller jusqu'au physique, parce qu'on est un peu plus brusque. Donc il faut être très vigilant. Et on essaie un petit peu de... C'est pour ça que cette action qui est faite là, moi je trouve qu'elle est très très bien, ce qui est organisé. Franchement, c'est important, très important. Je compléterai, parce que pouvez-vous nous dire quel impact Oui, c'est ça.
C'est très difficile de vous dire quel est l'impact qu'il y a. Des retours. Des retours, bon, alors nous, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite bien entendu qu'en participant, en discutant, en échangeant, on permette aux gens de repenser éventuellement leur position vis-à-vis du racisme. Hein, bon. Mais je vais vous répondre de façon objective. Il y a qui existe depuis 1990 une commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une commission qui travaille avec l'État. Hein. Et les chiffres qu'on a tirés tout à l'heure là, viennent de cette commission-là. Hein. Donc, cette commission a montré que on pouvait évaluer le racisme selon un indice de tolérance. L'indice de tolérance, c'est l'évolution des préjugés dans la population française. Et plus, disons, la tolérance est grande, plus l'indice est élevé. On constate que depuis quelques années, l'indice de tolérance est autour de 65. En 2019, c'était 66. En 2018, 67. Mais on a l'impression qu'au-delà de ce chiffre, ça ne bouge pas. Par contre, alors on peut se dire que c'est peut-être l'effet de nos interventions diverses, de n'importe quelle organisation qui s'occupe de ce problème. De 2013 à 2019, l'indice de tolérance a augmenté de 13 points. Ce qui veut dire qu'a priori, dans l'opinion des gens, il y a moins de préjugés racistes. Et il a été démontré également qu'il y a beaucoup moins de préjugés racistes dans les générations de jeunes par rapport aux générations plus âgées. Hein. Et donc, vous le prouvez. Oui, je le confirme. Oui. Vous le confirmez. On le confirme. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, c'est une réponse plutôt positive. Positive quand même. Positive. Mais il y a quand même ce noyau dur d'individus qui sont ancrés dans leur racisme. Hein, et qui deviennent dangereux. C'est ça le problème. Ils deviennent dangereux. Donc c'est la génération des jeunes qui doit faire bouger les choses. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on est là. On va faire une nouvelle pause musicale avec un nouveau choix des jeunes de Lagarta avant de continuer cette interview avec Gérard et Monique du MRAP. Voici Saez avec Tous les gamins du monde. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, tire, dessine-moi l'horizon. Des libertés qui font la vie de nos bistrots. Des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, hein. Jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume. Menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Ici vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je
Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières. Que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté aux mémoires de nos amis morts, autant que décideront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Wolinski, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes. Le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, que c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France. Saez, tous les gamins du monde sur Radio Arverne pour illustrer cet échange entre les jeunes de l'Agartha de Sébaza et Monique et Gérard du Marap. Alors pour rebondir aux questions de tout à l'heure, vous organisez aussi régulièrement des actions en justice et on voulait vous demander si vous aviez vos propres avocats et comment ça se passait pour les victimes. Pour nous, disons que le problème qui se pose, c'est que c'est vrai qu'on est en liaison avec des avocats localement, avec le syndicat des avocats de France. On a des liens continuels. On participe à des collectifs, un certain nombre de collectifs en tant que mouvement, mais on est surtout au niveau national. Dès qu'il y a un problème qui se pose localement, on reporte tout de suite, on fait un rapport tout de suite au niveau national, de manière à solliciter l'aide du mouvement national qui, eux, ont une capacité d'accueil plus importante que la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut toujours dire quand on est témoin de ce genre d'acte, c'est la façon de le gérer. Bien sûr, il ne faut pas intervenir. En général, c'est toujours des actes lâches, c'est-à-dire qu'il y a une victime, à côté de ça, il y a des individus qui sont beaucoup plus forts, beaucoup mieux armés, enfin, peu importe. Donc, physiquement. En revanche, trouver le maximum de preuves, des photos, des témoignages, de manière ensuite à faire un dossier. Localement, on peut le gérer. Nous, on peut le gérer, aller à la préfecture, aller au commissariat et accompagner la victime, il n'y a aucun problème. Ou bien faire remonter au niveau national en disant, voilà, c'est un problème, il faut vraiment combattre ça. Il y a une raison qui est une raison plus large que
un individu, ça peut être un groupement d'individus, des migrants qui viennent, ça peut être des personnes qui sont de passage, des gens du voyage, et qui sont l'objet. Et à ce moment-là, c'est un système beaucoup plus large, ou des contrôles aux faciès, ça peut être ça aussi. Donc c'est à nous de gérer cela, soit on le gère localement, soit on va plus haut. Alors là, je dois dire une chose, un regret. Pendant longtemps, il y a eu des comités locaux, enfin oui, c'est un comité qui rassemblait les mouvements et les associations humanitaires de la région. On avait des réunions à la préfecture, de temps en temps, enfin assez régulièrement, et on faisait remonter à la préfecture ce que l'on voyait, ce que l'on entendait, qui ne nécessitait pas toujours une réponse judiciaire, mais qui était important pour connaître l'état dans la région. Et dans chaque département, il y avait cela. Et ça a été supprimé depuis 2011. C'était avant, c'est la haute autorité, la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations, voilà, et pour l'égalité, et qui a été donc fondue avec un défenseur des droits, qui est un seul individu, maintenant c'est une femme actuellement, qui rassemble des tas d'autres comités, enfin d'autres structures qui existaient plus spécifiquement, qui a peut-être plus de loisirs pour aller en justice, possibilité d'aller en justice, mais on a supprimé toute l'arrivée, enfin tout le maillage local qui existait auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de comité. Et c'est dommage, parce que là, on avait plus facilement accès à des données du terrain, quoi. Le MRAP a tweeté, le hashtag MRAP appelle à participer à toutes les initiatives contre la loi hashtag sécurité globale et contre toutes les menaces contre les droits de liberté. Pourquoi cet appel ? D'abord, il faut quand même dire que ça nous touche d'emblée parce que on édite une revue qui s'appelle Différences, c'est-à-dire vivre ensemble avec nos différences. Mais avant qu'il y ait Différences, on avait un mensuel qui s'appelait Droit et Liberté. Donc droit et liberté, c'est foncièrement lié aux problèmes racistes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc cette loi, elle a été faite elle a été réclamée par les syndicats de police pour protéger les policiers contre les agressions. Alors il faut reconnaître qu'il y a eu des actes un petit peu de vandalisme dans les commissariats de police, c'était quand même intolérable. Bon. Mais enfin, c'est une loi pour protéger les policiers. Et le texte sécurité globale comporte une multitude de mesures, et dans toutes ces mesures, il y en a 3 qui nous semblent contraires aux libertés acquises. C'est premièrement l'article 24 de cette loi qui dit « L'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, c'est-à-dire durant son boulot, lorsque celle-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, est passible d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. » C'est une atteinte complète de la liberté d'expression et surtout de la liberté d'information. Si on supprime aux journalistes leur possibilité de filmer ou aux particuliers de filmer ce qu'ils voient, comment prouver ce qui s'est passé ? C'est très difficile. Et donc, ça a été très bien résumé, cette situation, par la Société des réalisateurs du film, qui donc se sont trouvés brimés par ça, et qui dit, après avoir nié et invariablement refusé de sanctionner les violences policières, il s'agit d'en effacer toute preuve maintenant. Donc, on ne peut pas accepter ça. Oui. Deuxième point qui fait litige, les drones. Les drones sont utilisés dans les manifestations gravissimes ou lors d'attentats. Mais là, ils veulent les utiliser lors de manifestations pacifiques. C'est-à-dire que là, littéralement, c'est un fichage de tout le monde et c'est une manière de dissuader les gens
à aller manifester. On n'a pas du tout envie d'être fiché, étiqueté par la police. Et troisième point qui fait litige pour nous, c'est que dans cette loi, on donne de plus en plus de place aux milices privées, aux policiers privés. On sait que cette police privée se recrute dans l'extrême droite, et donc il y a quand même un gros risque de dérapage. Donc voilà pourquoi on est contre cette loi. Il faut savoir que cette loi a été soutenue par le LRM, puisque c'est elle qui l'a présentée, mais avec beaucoup de députés qui s'y sont opposés, par la droite représentée par le LR, par l'extrême droite représentée par le RN, ex-FN, et qu'elle a été rejetée par tous les partis de gauche, les Verts, Socialiste. tous les partis de gauche, les Verts et le MoDem, qui pourtant est l'allié objectif du LRM. Mais ils ont rejeté cette loi. Voilà, donc c'est une loi qui porte une atteinte évidente aux droits et libertés de tous. D'accord. Merci. Maintenant, on voulait vous demander combien de bénévoles il y a nationalement et localement. Oui, alors oui, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien en baisse partout. Et nous, au niveau national, alors bénévoles, en fait, je ne peux pas dire sur les bénévoles. On a le nombre d'adhérents. Mais les adhérents, c'est les bénévoles. C'est parmi les adhérents avec les adhérents que nous fonctionnons. Donc tous ne participent pas, mais la plupart participent. Donc on est actuellement sur le MRAP national à 2000 personnes. Voilà, 2000 adhérents. D'accord. Et c'est apparemment un petit peu en baisse d'année en année et ça continue. Alors ça, c'est malheureux. Parce que, c'est vrai que ceux qui restent, c'est peut-être les plus actifs, mais il n'empêche que c'est important de pas. D'autant que ça soit localement ou nationalement, on a des commissions. C'est-à-dire qui s'occupent de points spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut... C'est ce que je faisais auparavant, avant d'être à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire participer à une action dans un domaine. Je l'ai fait quand j'étais à Clermont-Ferrand, je l'avais dit la dernière fois sur le sport, le racisme dans le football, des choses comme ça. C'est-à-dire que ponctuellement, on peut susciter une action, on peut participer à une action qui se fait. On l'a fait, nous, avec vous, là, cette fois-ci. Et c'est fondamental, ça. Donc, vous pouvez le faire avec nous, avec toutes les associations, je crois, qui fonctionnent comme nous. C'est-à-dire, sur des points particuliers, vous dites, voilà, moi, je suis à tel endroit, je considère que c'est pas correct. Il y a une discrimination, il y a des gens qui sont mal... on se conduit mal contre certaines, mal jugées, on se conduit mal contre ces personnes-là. On veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous venez nous voir, vous allez voir la Ligue des droits de l'homme ou d'autres associations, mais nous, on peut participer. On vous dit, voilà, ce qu'on peut faire, on va essayer de voir avec d'autres associations ou entre nous, voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que le moindre problème, que vous soyez témoin ou que vous vouliez être acteur de quelque chose, prenez contact avec des associations, dont nous. Il n'y a aucun problème. D'accord, donc en quelque sorte, ça répond à ma question. Donc comment devenir bénévole ? Il faut prendre contact avec vous. Voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez être passif et avoir les informations, ou bien participer activement. Et je crois que le mieux, ça fait beaucoup plus plaisir à soi-même, je veux dire, d'être actif quand on veut défendre quelque chose, je veux dire. Quand on a des idées, qu'on veut les défendre, au moins les exprimer sur le terrain, à un petit niveau. Vous savez, c'est le coup du colibri, quoi. D'accord. Merci. Et pour cette dernière question, on voulait vous demander comment aider une victime et qu'est-ce qu'on peut faire si en fait on est témoin. Voilà, donc si vous êtes témoin, je peux intervenir, oui. C'est de rassembler, je l'ai dit tout à l'heure, le maximum de preuves, réellement le maximum de preuves. Alors, c'est de ne pas vous mettre en danger, il faut bien évaluer la situation, parce que c'est souvent des situations, je veux dire, c'est des situations très difficiles. Je veux dire, c'est des gens qui agissent assez lâchement la plupart du temps. On a vu ça avec les régimes nazis, avec ce qui s'est passé en Allemagne, comment des gens désarmés et des gens armés qui arrivaient à plusieurs pour maltraiter, pour tuer, pour torturer. Donc ça, si vous voulez, c'est toujours le cas. Donc c'est pas de ne pas vous mettre en danger. Si vous pouvez d'aider immédiatement, c'est évident. Si vous pouvez participer en disant, voilà, j'évalue l'état de mes forces, je peux le faire. On le fait. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, judoka, karatéka, je sais pas, peu importe,
vous pouvez évaluer cela. Mais sinon, c'est de rassembler le maximum de preuves, de témoins, puis ensuite de prendre contact avec nous. Et à ce moment-là, soit on va directement, on va au commissariat, on va à la préfecture, on va, peu importe, voir une administration, et puis on expose le problème. Mais surtout ne pas fermer les yeux et non, ne pas faire l'autruche. D'accord. On est bien d'accord. C'est fondamental. Moi, j'ajoute un point. Comment aider une victime ? Et donc, mettons-nous dans le cas où vraiment vous voyez un acte raciste ou des paroles, des injures racistes, et que ça vous choque et que vous dites on ne peut pas accepter ça. Oui. Il faut déjà voir avec la victime ce qu'elle souhaite, elle. Oui. Ça, c'est quand même important. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui disent laissons tomber. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu de cas de déclarer d'actes racistes, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, et elles ont des bonnes raisons d'abandonner. Déjà, pour elles, par exemple, dire « on va aller avec vous au commissariat », elles ont déjà souvent une appréhension de ça, en disant nous, mais comment on va être reçus au commissariat ? On sait déjà comment ça se passe, en général on ne tient absolument pas compte de notre parole, etc., etc. Donc il y a des gens qui ne veulent pas continuer à porter plainte. Mais on en discutait avec Gérard tout à l'heure, même si la personne ne veut pas porter plainte, on peut, nous, en tant qu'association, en voyant qu'il y a un acte manifestement raciste et qu'on ne peut pas tolérer, prendre pour nous, à notre charge, juridiquement, en tant que MRAP, le problème de cet individu, de cette personne. D'accord. Je vais juste faire un petit plus, enfin, pas de souci. Un petit... C'est exactement ça. Disons qu'on participe, nous, à un collectif qui s'appelle l'Observatoire des violences policières illégitimes. C'est la Ligue des droits de l'homme qui pilote cet observatoire. On a fait un sur Clermont. Il est un petit peu, pour l'instant, en sommeil avec la crise sanitaire. Mais le but de cet observatoire, c'était de savoir quel type de violence il y avait. On n'était pas là pour juger, on n'était pas là même pas pour porter plainte. On récoltait les informations juste pour savoir l'état des lieux au niveau local, et ensuite pour faire un rapport disant, sans nommer personne, c'est-à-dire que les victimes, le veuillent ou le veuillent pas, on avait l'information. On n'en mettait pas en danger les victimes, on ne mettait pas en danger les personnes qui ne voulaient pas avoir des problèmes, mais au moins on savait exactement localement ce qu'il en était. Donc de faire un rapport de ce type-là. Et c'est important ça, c'est-à-dire de savoir... on en est où là ? Est-ce que notre société, elle est en train de virer d'aller sur une mauvaise pente, ou bien est-ce que ça se passe bien et tout ce qu'on dit, ça ne correspond à rien ? C'est d'avoir une vue locale. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire allez, bon, c'est une fois et puis on n'y revient pas. Il faut le faire connaître, il faut le faire savoir et trouver un système. Donc nous, on est là pour éventuellement récupérer ces informations, sans que l'on fasse de quoi que ce soit derrière, c'est juste des rapports. Okay. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Gérard Ledoy et Monique Lavignon d'avoir joué le jeu des questions-réponses avec les jeunes Jules et Yanis. Merci beaucoup. D'avoir écouté. Merci à vous. Avez-vous un mot à rajouter, les jeunes ? Non. À part que le dernier clip qu'on a sorti, il est sur YouTube. Il s'appelle Comme un flash. C'est ça. Merci beaucoup à vous quatre. Et justement, nous allons vous faire découvrir ce titre composé et interprété par les jeunes de Lagarta que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voici Comme un flash de Lagarta. Seul dans ma chambre, manette en position. Je passe beaucoup de temps sur ma télé en vision. Canapé, léthargie et la lobotomie. Si ce son te marque, écoute et tu planes. Amitié, imprévu, déliré, c'est tout. On y va, on s'éclate, un regard comme un flash. Des projets, mon avenir, solitude, impossible. Insolite, inconcu, dans ma tête, ça se bouscule. Ma beauté, frissonner, oserais-je effleurer. Des sourires, des regards, une ambiance autour de moi. Agatha, mon amie, dans les bras, m'accueillir. Il y a des histoires pour vivre différentes vies. Et des horizons où plane le frisson. Sourire, rire, soupir.
délire attire l'ego trip, celle de la liberté et non pas de la raison. Un bateau sans nom m'appelle, résonne dans ma tête comme un hymne rebondant. Perdu seul en pleine mer, attendant chaque instant, une main tendue vers elle me tire de mon temps. Amitié imprévue, déliré, c'est tout vu. On y va, on s'éclate, un regard comme un flash. Des projets, mon avenir, solitude, impossible. Insolite, impromptu, dans ma tête, ça se bouscule. Ma beauté frissonnée, oserais-je effleurer des sourires, des regards, une ambiance autour de moi. Agatha, mon amie, dans les bras, m'accueillir. Amitié imprévue, déliré, c'est tout vu. On y va, on s'éclate, un regard comme un flash. Agatha, mon ami, tend les bras, m'accueillir. Et en scred, je dis rien. Solitude, c'est comme ça. L'habitude, on le sait bien, ça ne se ressent pas. Aucune peur ni envie, mais le manque se fait place. À choisir, plaque cette vie, plaque en or, sort dehors. Hors de moi, le trou noir de l'espoir. Néanmoins, la lumière réagit tel un feu d'artifice. Félix, Prends-moi quand je dis ça, sors de là, viens avec moi. Là-bas on te verra comme je te vois, dans la glace, au miroir. amitié, rare beauté, une ambiance, Agatha. Amitié imprévue, déliré, c'est tout. On y va, on s'éclate, un regard comme un flash. Des projets, mon avenir, solitude, impossible, insolite, impromptu, dans ma tête, ça se fout. Par beauté, frissonnée, oserais-je effleurer des sourires, des regards, une ambiance autour de moi. Agatha, mon ami, dans les bras, m'accueillir. Merci à Gérard Ledoy, le président du MRAP 63, et Monique Lavignon, vice-présidente du MRAP. Merci aussi à Théo et Anis d'avoir participé aux questions. Je remercie aussi Laetitia Lasserme et Clara Donny de m'avoir aidé à organiser ce projet. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour la suite de cette émission sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Bonne soirée.